Donc on parle d'insulinorésistance, il y a intérêt, mais qui n'ont pas de lien direct avec la présentation d'aujourd'hui. Bon, vous avez déjà eu, donc ça je vais pouvoir passer très vite sur la néphropathie diabétique, le fait que c'est une cause première d'insuffisance rénale, un problème de santé publique. C'est globalement des lésions de glomérulosclérose, avec des lésions également de fibrose tubulaire et interstitielle, un glomérule élargi et des lésions vasculaires. Il y a ce lien entre l'albuminurie et qui est déjà le reflet qu'il y a des lésions rénales. Hein. Quand vous avez un patient qui a une albuminurie, c'est qu'il a une atteinte rénale débutante et qui peut s'aggraver. Et qu'il y a un risque, vous voyez, d'insuffisance rénale, mais aussi d'événements cardiovasculaires. Tout ça, je pense que vous le savez très bien, mais c'est important, c'est ce double risque qu'il faut qu'on prenne en charge chez nos patients dès le stade de l'albuminurie. Alors, vous savez peut-être, les néphrologues veulent plus qu'on dise micro et macro-albuminurie, c'est albuminurie modérée, albuminurie sévère. Bon, mais effectivement, dès le stade de l'albuminurie, il y a ce double risque. Juste pour vous l'illustrer, c'est chez des patients diabétiques de type 2, vous voyez que le risque coronarien est augmenté, il est proportionnel à l'intensité de l'albuminurie. Et des études, ce papier est ancien, mais il est ici dans cette très large cohorte d'individus diabétiques, on voit que l'albuminurie est bien plus, il y a une augmentation progressive du risque de mortalité cardiovasculaire en fonction de l'albuminurie, juste calculé sur un échantillon urinaire, il n'y a plus besoin de faire sur les urines de 24 heures, mais vous savez tout ça. Je me permets, puisque justement je viens de le présenter, en quelques minutes de vous montrer ce que l'on a fait et ce qu'on va essayer de publier. On est dans le contexte que je viens d'évoquer, que les patients diabétiques avec insuffisance rénale, on en a de plus en plus, ils sont à haut risque cardiovasculaire et rénal. Okay. Il est recommandé d'une manière générale une approche multifactorielle, intensive, multiple, c'est du bon sens, mais ce n'est pas facile à mettre en place. Ce n'est pas facile dans les faits, et ce qu'on a voulu regarder, c'est très simple, en fait, à partir d'une cohorte française de patients avec insuffisance rénale, c'est est-ce que le fait d'obtenir plusieurs cibles thérapeutiques chez eux, eh bien, il y a vraiment un meilleur pronostic cardio-rénal chez ces patients. Une des questions, c'est de se dire, quand on a un patient qui a 30 à peu près de DFG, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que si on intensifie, c'est très bien, ça va peut-être pas être facile à faire, mais est-ce que les jeux ne sont pas déjà faits? Est-ce qu'il y a un bénéfice chez ces patients? C'est une question qu'on a, y compris nous en diabétologie, de se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de cibler une HbA1c assez contrôlée, moins de 7 si on peut, 7,5, ça dépend de l'âge, etc. Ou est-ce que finalement, maintenant, de toute façon, inéluctablement, on va aller soit vers le décès, soit vers la dialyse? Eh bien donc, c'est ce qu'on a regardé en prenant 4 objectifs très simples. D'abord, une albuminurie, si possible, inférieure à 300, parce que c'est le seuil d'une albuminurie sévère, hein, de mauvais pronostic pour les néphrologues. Le fait d'avoir bien un blocage du système rénine-angiotensine, tout le monde devrait l'avoir, mais dans les faits, c'est pas, pour plein de raisons, ça ne l'est pas fait. Une pression artérielle à moins de 130/80 et une HbA1c à moins de 7%. Alors on peut discuter, si vous le voulez, on discutera après sur 7%, normalement c'est individualisé, ça peut aller jusqu'à 8 en fonction de l'âge, des comorbidités, je suis bien d'accord, mais on a voulu regarder quelque chose d'assez strict en disant, bon finalement, un diabète bien équilibré, est-ce qu'il y aurait un impact? Mais on pourra en discuter. Donc voilà les 4 critères que l'on a pris, et on a regardé tout simplement le nombre de critères atteints et le pronostic. C'est dans une cohorte prospective française qui a étudié plus de 3000 patients avec insuffisance rénale. Nous, on a pris tous les diabétiques. 1260 individus, vous voyez qu'ils ne sont pas jeunes, 70 ans en moyenne, et ils ont un DFG à 33. On est des patients fragiles, âgés, donc on peut se dire... doucement, voilà. Ce n'est pas une étude d'intervention randomisée, c'est de la vraie vie, et on regarde simplement, on est en étude d'observation, mais en même temps, c'est l'intérêt de la vraie vie. Donc on a regardé comme critère les événements cardio-rénaux qui sont sévères, c'est-à-dire la dialyse, l'insuffisance rénale avec dialyse ou transplantation, un DFG à moins de 15 mais qui arrive donc à l'insuffisance rénale terminale, et les événements cardiovasculaires qu'on appelle MES4, qui inclut l'insuffisance cardiaque, qui est fréquente, vous savez, donc c'est le MES3 plus l'insuffisance cardiaque, enfin, hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Tous les événements étaient colligés chaque année hein, dans cette cohorte, c'est l'intérêt, avec une représentation nationale sur le plan français.
Eh bien, quand on regarde l'incidence, la survenue sur un suivi de 5 ans, ce qui est pas mal, des suivis moyens, hein, l'incidence des événements cardio-rénaux en fonction du nombre de cibles atteintes à l'inclusion, eh bien, vous voyez que c'est un risque décroissant. Plus les patients atteignaient au moins 3 ou 4 objectifs, eh bien, plus le risque était plus faible, plus modéré par rapport à ceux qui avaient 0 ou 1 critère parmi les 4 que je vous ai évoqués. Et c'était la même chose pour l'insuffisance rénale terminale, ce qui n'est pas rien. Globalement, les patients qui ont 3 ou 4 critères semblent plus protégés que ceux qui en ont 0 ou 1. Donc déjà, on a la réponse de se dire qu'il peut avoir un intérêt à essayer d'être assez intensif et en tout cas de cocher les 4 critères. Ça, c'est en analyse multifactorielle, en tenant compte justement de facteurs confondants, de multiples cofacteurs, et notamment les traitements par statine, aspirine, etc. Et vous voyez que s'ils ont 2 ou au moins 3 goals, c'est des objectifs, hein, les cibles ou targets, eh bien le risque est significativement réduit. Pour l'insuffisance rénale avec dialyse ou transplantation, qui n'est fait là, vous voyez que la réduction est assez forte, et ceux qui avaient la chance d'avoir 3 cibles atteintes avaient une réduction non négligeable, 0,33 Nazar ratio d'insuffisance rénale terminale. Pour les événements cardiovasculaires, il y avait la même tendance, un petit peu moins marquée que pour le rein, mais quand même avec une réduction significative. Et pareil pour la mortalité totale, hein, il y a une réduction de la mortalité pour les patients à partir du moment où ils ont déjà au moins 2 cibles atteintes. Donc ça incite, en tout cas ça suggère l'intérêt d'une prise en charge globale, bien sûr, de ces 4 facteurs chez nos patients diabétiques avec insuffisance rénale. Alors, je reviens au thème sur le lien entre l'insulinorésistance et la néphropathie. C'est effectivement une notion assez intéressante pour laquelle il n'y a pas finalement tant de choses que ça. Mais si on revient à il y a quelques années, il y avait eu cette proposition de stratification, de donner des sous-groupes de diabète. Alors, ça avait été un peu controversé. Louis Monnier, notre ami et collègue, n'aime pas du tout cette étude, mais dans le sous-groupe qui était déterminé diabétique avec insulinorésistance importante, parce que c'est vrai qu'il y a des types 2, c'est assez hétérogène le type 2, comme vous savez. Chez ces patients considérés avec insulinorésistance importante, eh bien, il était bien noté qu'ils ont un risque augmenté d'atteinte rénale, de néphropathie, d'insuffisance rénale, et également, ça ne vous surprendra pas, le corollaire d'accident cardiovasculaire aussi. Donc, là, ça sous-entendait ce lien, ce surrisque lié à l'insulinorésistance chez les patients diabétiques de type 2. Vous voyez ici les patients qui avaient un risque plus augmenté de macroalbuminurie ou d'insuffisance rénale terminale dans cette étude, large étude, vous voyez, de près de 9000 patients qui étaient suivis, qui avaient servi à ce papier du Lancet. Donc, quand on revient à la physiopathologie de l'albuminurie, c'est à la clé des altérations hémodynamiques avec une hyperfiltration qui sera présente également dès le stade de l'obésité, dès le stade de l'insulinorésistance, et qui va fatiguer le rein. Hein, c'est comme ralentir le rein avec ralentir le cœur avec les bêta-bloquants. Eh bien, ralentir cette hyperfiltration, ce qu'on va faire avec des IEC ou des ARA2, ce qu'on fait aussi avec les GLT2 inhibiteurs, ces protecteurs. Il y a une vasodilatation de l'artériole afférente, une augmentation de la pression intraglomérulaire qui fragilise le néphron et notamment les podocytes dont on va parler maintenant. Donc, il y a des cellules clés qui sont les podocytes qui maintenant sont bien connues pour jouer un rôle important dans la physiopathologie de l'albuminurie. Alors juste pour vous montrer, il n'y a pas besoin d'être grand spécialiste de néphrologie, ça ressemble à ça, en microscopie électronique, ce qu'on appelle la barrière d'ultrafiltration. Eh bien, vous voyez, GBM, c'est la membrane basale. Ça, c'est ce que doit traverser l'ultrafiltration, c'est-à-dire le filtre, c'est le filtre rénal. Eh bien, on passe entre les capillaires, en fait, et on va vers l'espace urinaire primitif en haut. Et ces espèces de grosses massues qu'on voit, c'est les pieds des podocytes. Ça, c'est des podocytes qui marchent bien, et donc, oui, c'est mieux avec les flèches. Voilà, la membrane basale et les podocytes. Donc, voilà ce que sont. Les podocytes, c'est des cellules fragiles. Comme les neurones, elles ne se répliquent pas. Il n'y a pas de renouvellement des podocytes, ou très peu. Et il y a un capital qui est très important, comme les neurones, parce que les podocytes jouent un rôle clé pour maintenir une bonne intégrité du filtre rénal.
Donc ça, c'est un résumé de la barrière d'ultrafiltration glomérulaire. Eh bien, dans le diabète, il y a des altérations. Vous voyez que c'est beaucoup plus moche quand on regarde à droite, ici, chez une souris diabétique. Les pieds sont beaucoup plus difformes, beaucoup plus altérés, et ce qui va avec l'apparition de l'albuminurie. Ici, c'est plus l'animal, c'est chez l'homme, avec la biopsie, une biopsie rénale. Chez les patients diabétiques avec albuminurie, eh bien, par rapport aux témoins, là, il n'y a pas besoin d'être grand expert en anapathe. Vous voyez ces pieds des podocytes qui sont très altérés. On appelle ça un effacement du pied des podocytes. Il y a des altérations structurales de ces podocytes. Et la petite barrière qu'on voit, le diaphragme interpodocytaire qu'on voit à gauche chez le témoin, on ne le voit plus du tout chez les patients qui ont une albuminurie sévère au stade albuminurie sévère aux protéinuries. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer qu'est-ce qui se passe quand on a de l'albuminurie. Eh bien, en fait, l'insuline joue un rôle important dans les podocytes. Je vous ai juste à synthétiser un podocyte. On connaît maintenant que eh bien, l'insuline a un rôle, mais pour ça, il faut qu'il y ait une bonne sensibilité à l'insuline, ce qui contribue à maintenir ce qu'on appelle l'intégrité de la barrière de filtration. Et si vous avez une insulinorésistance, eh bien, ça va contribuer à ce que je vous ai montré, l'épaississement de la membrane basale, l'effacement des podocytes, la dysfonction, voire l'apoptose et la perte des podocytes qui malheureusement est un peu inéluctable. Je vous ai dit, on ne peut pas renouveler les podocytes s'il y a une perte des podocytes, et ce qui conduit à l'albuminurie. Donc ça, c'est le lien avec pourquoi directement l'insulinorésistance peut favoriser l'albuminurie. Alors, je reviens juste, on a parlé de l'obésité, même chez les patients non diabétiques. Vous savez que l'obésité, bien sûr, est très associée avec une insulinorésistance, mais tous les patients avec obésité ne sont pas diabétiques ou ne développent pas un diabète, tout dépendra de leur fonction bêta, mais l'insulinorésistance, elle est présente dans la majorité des cas où il y a une obésité. Eh bien, qu'en est-il des conséquences rénales de l'obésité? Alors ça, c'était un travail que j'avais fait il y a plus de 20 ans sur l'influence du surpoids, sur non pas la néphropathie diabétique, mais la maladie de Berger, que vous devez connaître, la glomérulonéphrite à IgA, qui est fréquente. Et on avait regardé les patients dès le stade du surpoids, avec un BMI, un IMC à plus de 25. Vous aviez des lésions plus sévères à la biopsie, notamment sur le score histopathologique, des lésions vasculaires, tubulaires et interstitielles plus sévères. Et ces patients évoluaient plus facilement, plus rapidement vers l'hypertension et l'insuffisance rénale chronique lorsqu'ils avaient un surpoids. C'était la première fois à l'époque où il y avait ce lien qui se faisait, à part dans des obésités caricaturales, mais les néphrologues ne tenaient pas beaucoup compte à ce moment-là de l'importance de l'obésité dans l'altération rénale. Et l'équipe avec laquelle j'avais travaillé a repris ensuite d'autres données quelques années plus tard, en 2013, en retrouvant vraiment ce qu'on avait vu, tant mieux. L'hypertension est plus fréquente, les lésions histologiques sont plus sévères, protéinurie plus fréquente et risque d'insuffisance rénale plus fréquent. Maintenant, les néphrologues sont sensibilisés et avec l'épidémie d'obésité dans le monde entier, on voit apparaître plus de progression de néphropathie, autre que le diabète. Je voulais vous le citer. Donc l'impact de l'obésité sur le rein, c'est à la fois aussi, ça a été connu, un volume glomérulaire plus élevé, une albuminurie plus fréquente, une glomérulosclérose segmentaire et focale, et cette tendance que je vous ai évoquée vers l'hyperfiltration glomérulaire. C'est pour ça que c'est très important chez les patients avec obésité et insulinorésistance d'essayer de diminuer cette hyperfiltration avec un blocage du système rénine-angiotensine s'ils ont de l'hypertension, et un GLT2 inhibiteur est tout à fait licite si vous pouvez le proposer chez ces patients. D'autant plus qu'il y a ces lésions des podocytes que je vous ai montrées qui vont contribuer à faire évoluer éventuellement vers l'albuminurie. Alors, insulinorésistance et néphropathie dans le diabète, bien sûr, et il y a une belle étude qui est ancienne qui a regardé chez des sujets non diabétiques. L'intérêt, c'est que dans cette cohorte, ils ont vraiment estimé la sensibilité à l'insuline de manière fine, avec une épreuve de tolérance au glucose intraveineux, et ils observent une relation inverse, c'est-à-dire que les patients, plus ils sont insulinosensibles, moins ils ont de risque d'avoir une albuminurie, et plus ils sont insulinorésistants, plus ce risque à gauche est important d'avoir une atteinte rénale, alors qu'ils ne sont pas diabétiques. Vous pouvez être insulinorésistant sans être diabétique, vous le savez bien, notamment en cas d'adiposité abdominale ou d'obésité. Donc c'est la première étude qui avait montré, avec une très bonne estimation de la sensibilité à l'insuline, parce que ce n'est pas facile à faire en pratique, ce lien entre albuminurie et insulinorésistance chez des sujets non diabétiques. Et
Bon, nous, on avait travaillé aussi depuis des années, mais on avait montré que le tour de taille, tout simplement, un tour de taille augmenté, 94 cm chez les hommes, 88 chez les femmes, était associé dans cette cohorte française désir à un risque d'albuminurie également quelques années plus tard chez les sujets non diabétiques. Souvent, ils étaient hypertendus, ils devenaient hypertendus. Donc le tour de taille, l'adiposité abdominale, bien sûr, ou le syndrome métabolique, eh bien, prédispose à un risque d'atteinte rénale infraclinique, puis ensuite d'insuffisance rénale éventuelle. Ça, c'était dans la population générale. Ça a été montré ensuite et confirmé, l'importance du tour de taille chez les diabétiques. Je vous citerai la grande étude Advance, où un tour de taille élevé était un facteur indépendant du risque d'apparition d'une albuminurie. Donc, c'est bien sûr très important d'essayer de contrôler et de faire la corrélation entre adiposité abdominale, tour de taille augmenté et risque rénal plus augmenté. Si on fait une sorte de synthèse des mécanismes physiopathologiques, ça fait un peu savant, mais ça nous permet, ça implique ce lien entre insulinorésistance et atteinte rénale, eh bien des adipokines, ça implique des facteurs d'inflammation, ça implique de la fibrose, notamment avec TGF-bêta, l'angiotensine 2, l'aldostérone, ce qui va nous suggérer des thérapeutiques, anti-aldostérone, en blocage du système rénine-angiotensine. Il y a plus de stress oxydant, il y a une sensibilité au sel qui est plus marquée, donc la réduction du sel peut avoir des bénéfices aussi. Et il y a des lésions vasculaires, comme je vous ai montré, rénales, mais aussi de l'arbre vasculaire diffus qui sont plus fréquentes. Voilà, ça c'est pour montrer qu'il peut avoir également dans l'insulinorésistance, a été décrit des lésions de fibrose interstitielle ou d'atrophie tubulaire. Bon, c'est exceptionnel que ces patients se retrouvent avec une biopsie rénale, parce qu'évidemment on ne va pas faire de biopsie rénale pour des patients qui ont une obésité simple ou une insulinorésistance, mais ça a pu être documenté dans certains cas. Alors, vous connaissez bien la relation entre adiposité viscérale et insulinorésistance. Je voulais juste bien la remettre en exergue. Le tour de taille, et nous on le donne bien entendu pour nos internes, pour les médecins, on insiste beaucoup là-dessus. Le tour de taille est un bon reflet de l'adiposité abdominale qui favorise le risque de diabète de type 2 et qui est étroitement associé à la sensibilité à l'insuline lorsqu'on va l'étudier avec du clamp par exemple. Bon. Quels sont les marqueurs d'insulinorésistance? Comment en pratique vous pouvez essayer de dire ce patient-là, je pense qu'il est insulinorésistant? On ne va pas leur faire un clamp ou une AGPO. Le tour de taille élevé, la présence d'une hypertension artérielle, ça ne veut pas dire que tous les hypertendus sont insulinorésistants, mais globalement on dit que c'est au moins 60 à 80% des hypertendus qui ont une insulinorésistance. C'est une hypertriglycéridémie ou des triglycérides déjà qui dépassent 1,50 g ou 2 g. Ils n'ont pas forcément besoin d'être à 7 g, mais c'est un bon marqueur d'insulinorésistance. Un HDL bas qui est souvent corrélé. Alors après, il y a des patients qui ont simplement des mutations qui font qu'ils ont une hypertrigly isolée, mais c'est rare et souvent familial. Mais globalement, des trigly entre 2 et 4, eh bien, ça va traduire une adiposité abdominale, souvent une insulinorésistance assez marquée, notamment au niveau hépatique. Un diabète de type 2, évidemment. Donc ça, ce sont des marqueurs biologiques simples et cliniques qui peuvent vous orienter. On pourrait faire un score d'insulinorésistance sur la présence de ces marqueurs. Si ce patient a une atteinte rénale, ce sera de moins bons pronostics et c'est important d'en tenir compte. Il y a souvent plus d'inflammation, mais en pratique, nous, on ne va pas doser la CRP chez tous nos patients, ça coûte cher, mais si on le dose, il y a souvent une inflammation, une hyperinsulinémie. Là aussi, en pratique, on ne le dose pas, mais voilà, on va la retrouver. Alors, les marqueurs d'insulinorésistance et le risque d'albuminurie, dans le type 1, eh bien, c'est un facteur de risque. Alors, vous voyez, l'hypertriglycéridémie, au même titre que l'HbA1c, qui est le facteur numéro 1, sur le risque d'albuminurie chez ces diabétiques de type 1. Tour de taille, tour de hanche, également, sort dans cette analyse multifactorielle. Donc, même dans le type 1, on a des types 1 de plus en plus adipeux dans le monde entier et en France, eh bien, si les triglycérides, le tour de taille augmente, c'est un risque également potentiellement plus important d'évoluer de néphropathie diabétique. Dans le type 2, on retrouve également les triglycérides. Le HDL bas ne sort pas dans cette étude. Les triglycérides, souvent, sont un petit peu plus puissants, en tout cas dans les études. Donc, type 2. Là, une autre étude assez récente en Thaïlande qui retrouve un lien entre le risque d'insuffisance rénale chez les diabétiques et les triglycérides. Alors, des très hautes hypertriglycéridémies, ils en ont quand même un peu, vous voyez, au-delà de 5 grammes. Là, le risque est plus augmenté, mais il est déjà augmenté pour ceux qui sont entre 2 et 5 grammes.
et il est, même pour les borderline, il trouve une petite augmentation de risque pour ceux qui sont entre 1,50 et 2 grammes, ce qui est modéré comme hypertrigly et qui peut être très sensible à la diététique, vous le savez à ce stade-là, mais donc voilà, c'est quelque chose qui existe, qui a été retrouvé également chez des Italiens, là je vous ai parlé des tailles, mais on retrouve ça avec un risque de développer une atteinte rénale plus marquée chez ceux qui avaient des triglycérides, ici au seuil de 1,5 g par litre. Voilà, donc ça c'est important. Le HDL bas également était associé, souvent ça va de pair, avec un risque augmenté. Dans cette étude italienne, eh bien, on retrouvait la même chose, oui c'était pour l'analyse multifactorielle sur le risque d'albuminurie ou de déclin de la fonction rénale. Les triglycérides au-dessus d'un 50 sortent très bien. Un autre article récent a utilisé alors un index qui est pas mal utilisé, bon, qui s'appelle triglycéride glucose index. En fait, c'est la triglycéride à jeun multiplié par la glycémie à jeun qui est associée au niveau d'insulinorésistance, c'est vrai. Et vous voyez la relation à gauche, il y a une augmentation du risque de néphropathie lorsque ce ratio est augmenté. Bon, dans ce ratio, vous avez la glycémie à jeun. Quand la glycémie à jeun monte un peu, c'est que souvent il y a une insulinorésistance aussi. Si les deux montent, le risque est... Mais c'est vrai que c'est beaucoup utilisé, il y a beaucoup de travaux de Chinois qu'on reçoit avec cet index, mais ça donne des papiers qui ne sont pas mauvais. En tout cas, ça reflète de manière simple, si vous regardez ces deux paramètres, le risque d'insulinorésistance. Bon, si le diabétique de type 2 est un diabète déséquilibré, on ne peut pas tellement utiliser cet index puisque la glycémie va être élevée, mais en population générale, c'est plus facile. Donc voilà, pour vous montrer ce lien, nous on va commencer un travail là sur des patients qui ont des formes héréditaires fortes d'insulinorésistance, les lipodystrophies. À la Réunion, il y a beaucoup de patients, et on a 102 patients pour lesquels on va faire une étude, ils ne sont pas tous diabétiques encore, sur l'insulinorésistance qui est très sévère chez eux et le risque rénal. Et pour terminer mon propos, eh bien, voilà un petit peu un résumé de ce lien physiopathologique entre insulinorésistance, hyperinsulinémie, le risque de glomérulosclérose, d'albuminurie augmentée, d'insuffisance rénale terminale possible, l'hyperfiltration, la réabsorption sodée, l'hypertension, la perméabilité glomérulaire, les lésions des podocytes. Vous voyez que, oui, et avoir une hyperinsulinémie n'est probablement pas très bon, sur le plan cardiovasculaire non plus, mais sur le plan rénal également. Voilà, en conclusion, donc l'insulinorésistance favorise bien le développement des complications rénales dans le diabète et en dehors du diabète. C'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit pour nos patients prédiabétiques avec obésité. Des patients avec des triglycérides à plus de 2 grammes, pour moi, sont à plus haut risque d'atteinte rénale. Et n'oubliez pas l'optimisation de la protection avec les critères simples qu'on a vus, blocage du système rénine-angiotensine. Dans la cohorte française, c'était 80% simplement qui avaient un bloqueur. On peut se dire les pauvres 20%, pour X raisons, ne l'avaient pas. Eh bien, ils étaient pénalisés en termes de pronostic. Dans la cohorte française, on n'avait pas encore les GLT2 inhibiteurs. C'est pour ça qu'on ne l'a pas intégré dans nos paramètres. Parce que maintenant, on pourrait se dire le GLT2 inhibiteur devrait être mis en plus. On est bien d'accord. Le contrôle de la pression artérielle. Et l'HbA1c, moi je dois dire que depuis nos résultats, autrefois je me serais contenté d'un 7,8 voire d'un 8% en disant on ne va pas embêter le patient. Maintenant, si je peux essayer de diminuer, pas non plus le foutre en hypoglycémie plein pot, mais je me dis c'est un paramètre parmi d'autres. L'HbA1c n'est pas le paramètre majeur qui va, mais probablement ça allège la charge de travail pour le rein, c'est toujours bénéfique, et donc ne pas baisser les bras en disant bon, vu le stade d'insuffisance rénale, c'est peut-être trop tard. Non, c'est un message plutôt positif, c'est ce qu'on se disait entre collègues, et les néphrologues parfois vont nous dire il n'est pas bien équilibré, etc. J'avais tendance à dire je les trouve un peu, mais finalement, si on peut, mais parmi d'autres, c'est un facteur parmi d'autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention.